Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir ici pour venir écouter Jean-Marie Chauvier, que je suis très heureuse d'accueillir. C'est un ancien correspondant de presse en URSS. Il est journaliste à la RTBF et au Monde diplomatique. Et il est auteur de différents ouvrages et articles sur le monde russe et ex-soviétique. C'était donc la personne idéale pour nous parler aussi de la révolution russe et de son dénouement bolchevique. Je lui cède immédiatement la parole. Merci bien, bonsoir. Ça fonctionne là, ça marche? Ok. Donc on m'avait proposé de faire un exposé sur la révolution bolchevique. J'ai préféré dire la révolution russe et son dénouement bolchevique, car on ne peut pas réduire la révolution russe aux événements d'octobre 1917. Il y a beaucoup de choses en amont et en aval qui sont indispensables pour éclairer cette révolution. Il n'y a pas si longtemps, mais peut-être pour certains d'entre vous, c'était avant la naissance, il était coutume de dire qu'aucun événement du XXe siècle n'avait provoqué autant de passions, de controverses, de polémiques, etc. Tout ça s'est arrêté avec la fin de l'Union soviétique en 1991. Donc le silence s'est fait, quoique, comme dit un adage russe, le passé est imprévisible. Et nous voyons que le passé, ce passé de la Révolution, ce passé soviétique en général, est à nouveau l'objet de controverses. Peut-être pas les controverses qu'on avait autrefois avec des points de vue différents, mais plutôt une sorte de consensus dans une vision apocalyptique, si je peux citer une œuvre récente, télévisuelle, de cet événement. Nous observons le même phénomène en Russie, en Ukraine et dans d'autres pays de l'ex-Union soviétique. Quoique, là-bas, il y a encore davantage de controverses. Il y a un partage des opinions entre ressentiment, rejet et nostalgie du passé soviétique. Donc, ça reste encore un phénomène très, très discuté. Donc on reste encore souvent dans le domaine de l'idéologie, de la politisation extrême de cet événement, de ce passé. Mais il faut dire que la nouvelle historiographie russe déborde largement ce cadre étriqué, qui est généralement focalisé sur les faits et gestes du parti, du régime, comme si de 1917 à la fin de l'Union soviétique, tout s'était déroulé sur une autoroute rectiligne. Les nouvelles recherches en histoire sociale, en Russie, en démographie, les études culturelles, les mémoires, les journaux intimes, révèlent les complexités, les interactions entre pouvoir et société, ce que j'appellerais les régions inexpliquées de l'autonomie sociale, de la vie informelle, de la vie quotidienne, des mœurs, des comportements, des mentalités qui n'ont pas fini d'imprégner la vie post-soviétique. Alors si la révision de ce passé s'impose, donc si le passé reste imprévisible, ce n'est pas seulement parce qu'il est l'objet de polémiques et de controverses idéologiques ou politiques, mais aussi parce qu'il y a depuis 25 ans, un véritable tsunami d'archives, de révélations, de témoignages qui font qu'il n'est absolument plus possible de parler de ce passé comme on pouvait le faire jusqu'il y a 25 ans. Pour ce qui nous concerne, le sujet de ce soir, je dirais qu'il n'y a pas de révélation importante sur l'année 1917 proprement dite. Il y avait tout était plus ou moins connu, y compris chez nous, dans la littérature publiée. Par contre, l'amont et surtout l'aval, la guerre civile et les débuts de l'ère soviétique, très mal connus, chez nous, mais également, même surtout en Russie,
surtout en Russie, sont éclairés d'un jour nouveau. Or, nous ne pouvons traiter de cette révolution en nous focalisant sur 1917. Non seulement il ne faut pas se focaliser sur octobre, l'octobre bolchevique, mais il ne faut pas se focaliser ou se limiter à l'année 1917, ignorer la crise qui la précède et la guerre civile et le dénouement qui suit. Une première question, quelle est la nature de la crise révolutionnaire? D'abord sa période, moi je la situerais entre le milieu du XIXe siècle et le milieu des années 20 du XXe siècle, donc la veille du tournant stalinien vers la révolution industrielle et culturelle de l'époque stalinienne. Milieu du XIXe, c'est évidemment la date repère fondatrice de 1861, lorsque le tsar Alexandre II fait abolir le servage. Quelques données. Il y a à ce moment-là environ 60 millions d'habitants en Russie contre 15 en 1719, sur un territoire qui est passé de 16 à plus de 19 millions, donc l'empire s'est encore étendu. L'espérance de vie à la naissance est passée de 24 ans à peu près en 1745 à 24-27 un siècle plus tard, donc ça a très peu changé, très peu bougé, alors que si vous voyez l'espérance de vie en France, je n'ai pas les chiffres ici, mais ça a assez sensiblement évolué. Et depuis un siècle, au moins, l'existence russe est aussi scandée de guerres extérieures et de soulèvements paysans. Alors, il y a crise du système. L'autocratie tsariste de César ou du tsar de Russie s'est formée au XIVe, XVe siècle. Elle s'est muée en monarchie absolue sous Pierre le Grand en 1721. Ce régime est à l'origine dit patrimonial. C'est-à-dire que la terre est c'est très important, même encore pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Russie, la terre est un don de Dieu qui a été confié au tsar, un tsar qui est d'inspiration divine, sinon de droit divin. Il n'y a pas de propriété privée au sens du droit romain. C'est sous la Grande Catherine, à la fin du XVIIIe, que se forme une classe de propriétaires fonciers. La hiérarchie sociale est ordonnée par des rangs et des statuts. Le niveau le plus bas est occupé par les paysans, qui forment alors 95% de la population, qui ont été réduits tardivement au servage et à l'esclavage, également par ailleurs organisés en communautés, Obshina ou Mir, qui administrent le village et redistribuent périodiquement les terres en fonction du nombre de bouches à nourrir entre les familles exploitantes, familles qui sont elles-mêmes assez larges et communautaires. En quoi consiste cette abolition du servage en 1861? De fait, les paysans sont maintenus dans la communauté, partiellement même dans l'obligation de corvée, mais ils obtiennent le pouvoir de racheter une partie des terres qu'ils exploitent. Le rachat se fera au prix d'un endettement croissant, les paysans sont appauvris et poussés à l'exode, lequel exode est attendu. Il est appelé par une autre révolution qui s'amorce dans les années 1870-80, le take-off industriel, qui est impulsé par l'État, par le Premier ministre Sergej Witte, remarquez un nom d'origine hollandaise, Witte, qui fait appel aux capitaux étrangers, notamment belges. D'où il y aura la formation d'un prolétariat ouvrier et d'une urbanisation qui atteindra les 10% en 1897. 1897, une date importante puisque c'est la date du premier grand recensement de la population. Cette première vague d'industrialisation sera entravée par la famine de 1891, la grande épidémie de choléra dans l'année qui suit
et la récession économique de 1901-1903, à laquelle il faut ajouter la guerre qui sera perdue avec le Japon en 1904-1905. C'est dans ce contexte, j'ai été très rapide et très sommaire, je vous ai donné quelques indications chiffrées tout de même, qu'on peut parler, au début du XXe, d'une grande crise sociale qui se manifeste notamment par la multiplication de désordres paysans et même de grèves ouvrières. Les soulèvements paysans sont incessants jusqu'en 1907 et cette agitation est ponctuée par une grève générale ouvrière à l'automne 1905. C'est le temps de la révolution de 1905 qu'on a souvent tendance à oublier, qui était très importante. Révolution manquée, dira-t-on, ou inachevée. Le fameux dimanche sanglant, pour ceux qui connaissent, la mutinerie du cuirassé Potemkin à Odessa, la naissance du premier soviet dans le centre textile de Ivanovo-Voskressensk. La répression est impitoyable, mais un mouvement révolutionnaire est né et il s'est constitué dans l'ordre chronologique. Là aussi, je vais très rapidement, de ce qu'on appelle le populisme, mais pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui chez nous, les narodniki, et de l'anarchisme aussi, des différentes formes d'anarchisme, et finalement de l'influence marxiste qui viendra d'Europe et qui va s'incarner dans la social-démocratie, laquelle social-démocratie va se diviser en 1902-1903, à l'occasion d'un congrès d'ailleurs qui se tient à Bruxelles et à Londres, qui va se diviser entre une aile, disons, modérée, les mencheviks, et une aile plus radicale, les bolcheviks. Par ailleurs, il y a une bourgeoisie naissante qui génère des partis libéraux, notamment les constitutionnels démocrates, les cadets, et les octobristes, qui n'ont rien à voir avec Octobre 17, mais qui sont les adeptes d'un grand manifeste démocratique publié en octobre 1905. Résultat de cette révolution, elle n'est pas seulement écrasée, elle a produit des changements politiques, une crise politique et des réformes. La réforme est surtout le fruit des initiatives de Piotr Stolypin, qui a été ministre de l'Intérieur et à ce titre responsable et maître d'œuvre des répressions, mais qui est aussi habité d'idées, disons, d'un libéralisme autoritaire, et qui lance une réforme agraire, la première réforme agraire, ou peut-être la deuxième, c'est avec l'abolition du servage, après l'abolition du servage, qui consiste à donner le droit, pour la première fois, aux paysans, le droit à la propriété, à l'appropriation privée, à l'exploitation privée, et qui les incite à sortir des communes, des communautés, donc de Общин, en les encourageant notamment à l'émigration vers les terres du Nord et de Sibérie, les terres vierges, inexploitées. Cette réforme touchera, jusqu'à la veille de 1913, de la Première Guerre mondiale, environ 20% de la paysannerie. Alors, cette période qui va de 1906 à 1913, indéniablement, est celle d'un grand essor, d'abord démographique, et puis économique, et puis artistique. On pourrait rappeler plein de choses à propos de l'activité, la création artistique en Russie autour des années 10, dans la peinture, dans les arts plastiques, la naissance de l'avant-garde, et aussi les ballets russes, bien sûr, et plein d'autres choses. La population urbaine approche les 20%, l'espérance de vie les 35%, les 35 ans. La population urbaine approche les 20%, donc,
Mais loin d'apaiser les tensions, cette modernisation, qui est tout de même combinée à des conditions de vie effroyables pour la paysannerie qui s'appauvrit, mais aussi pour le prolétariat ouvrier, cette modernisation, loin d'apaiser les tensions, les nourrit la subversion, d'autant que la démocratisation politique parlementaire qui avait été amorcée en 1905 est avortée et qu'un régime policier s'est installé avec Stolypine d'abord, un régime policier renforcé mais de moins en moins efficace. Deuxième grande question, dans quel monde la révolution devient-elle inévitable, si on peut dire? Question, la révolution était-elle évitable s'il n'y avait eu la guerre? À cette question, la réponse reste malaisée. Tous les ingrédients d'un effondrement du régime étaient réunis, bien sûr. La guerre lui a donné le coup de grâce, mais il est évident qu'il restait encore des moments, des carrefours où des rapports de force et des décisions, des choix politiques vont décider d'un parcours qui reste largement indéterminé. Les marxistes, Lénine en particulier, ont défini cette guerre, la grande boucherie de 1914-18, comme le moment où les puissances impérialistes se repartagent le monde et les colonies. Un moment qu'ils jugent propice aux révolutions. On observera d'ailleurs que dans une période qui va des années 10 à 30, et on observe cela rarement, une vague de révolution balaye plusieurs continents qui ne sont pas au cœur de cette guerre mondiale européenne. Le Mexique, la Chine, le Vietnam, le Brésil et l'Afrique du Nord. Avant et après la guerre, bien sûr. La Russie se trouve à la jonction de ces soulèvements de pays coloniaux ou semi-coloniaux et d'une révolution d'inspiration plus européenne qui s'inspire davantage des héritages des Lumières, de la Révolution française, de la Commune de Paris, auxquels les socialistes, les marxistes, les bolcheviks font constamment référence. Mais il y a donc une dualité dans ce mouvement révolutionnaire qui, avant tout, est un mouvement paysan, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier, et non pas une révolution prolétarienne des villes. Avant tout, c'est un mouvement paysan, et il y a un élément de ce qu'un sociologue et historien britannique a appelé la tiers-mondité de la Russie, qui la rattache non pas à l'Europe, mais à ces pays coloniaux d'Asie, d'Amérique latine. La situation russe a encore une autre spécificité. La guerre fait s'effondrer plusieurs vieux empires, ottomans, austro-hongrois et russes. Elle offre des perspectives aux poussées des jeunes mouvements nationalistes, nationaux, qui se manifestent un peu partout, et aussi aux convoitises d'impérialisme plus modernisé. L'Allemagne, par exemple, dès avant 1914, l'Allemagne est animée par le rêve de Drang nach Osten, de la marche, de la poussée vers l'Est, dont les points avancés peuvent être les pays baltes germanisables et partiellement germanisés, et la Galicie autrichienne, qui est aujourd'hui l'Ukraine occidentale. Menacée à l'ouest, où elle cumule les défaites militaires et affronte les nationalismes polonais, baltes, ukrainiens, la puissance impériale russe est également ébranlée au sud par les nationalismes du Sud-Caucase, arméniens, géorgiens, azerbaïdjanais, et à l'est par les mouvements des jeunes Tatars au Tatarstan et la révolte anticoloniale du Turkestan en 1916. Turkestan, c'est le nom
que sous l'Empire russe on donnait à l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie centrale de religion musulmane. C'est donc dans une guerre perdue, avec des défaites militaires qui s'accumulent, mais aussi dans une désagrégation interne que la Russie voit éclater sa, je dirais, multirévolution, chaotique et diffuse, qui à un moment donné va quitter les tranchées et les cuisines pour se répandre dans les rues de la capitale, qui à ce moment-là s'appelle Pétrograd. Février 1917. Quelle révolution! On a parlé, vous le savez, de deux révolutions, démocratiques bourgeoises en février et socialistes en octobre. C'est en tout cas dans la terminologie soviétique classique. En février-mars, très précisément le 23 février, ancien calendrier, 8 mars, nouveau calendrier, c'est la fête des femmes. Les femmes descendent dans la rue, réclament du pain pour leur mari, et pour elles, pour leur famille. Et c'est le point de départ du soulèvement, dont un élément important est évidemment que les troupes, une partie des troupes appelées à réprimer les manifestations, et notamment les Cosaques qui sont très redoutés, refusent de passer à l'acte et fraternisent avec les révoltés. Cette émeute va conduire à l'abdication de Nicolas II. Un gouvernement provisoire est formé que dirige le prince Lvov, mais, nouvelle originalité de la Russie, en même temps que se met en place ce gouvernement qu'on pourrait dire libéral avec une aile travailliste que va incarner Kerensky, en même temps que se met en place ce gouvernement, se met en place aussi à Pétrograd un soviet, un conseil de travailleurs, de paysans soldats, enfin de soldats qui sont des paysans sous uniforme, et qui revendiquent également le pouvoir. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation de dualité de pouvoir très connue. Un décret de ce soviet historique, le prikaz numéro 1, considéré par les adversaires de la Révolution comme la source de la catastrophe, l'origine de la catastrophe, ce décret abolit la peine de mort et instaure les soviets au sein de l'armée, à savoir que les soldats ne doivent plus obéir à leurs commandants, ils peuvent les élire, les remplacer, ce qui est évidemment catastrophique dans une armée. Et par ailleurs, il y a un très fort courant de rejet de la guerre et en faveur de la désertion. Témoignage à ce propos de militaires belges qui se trouvaient sur place. Ces conseils, ces soviets, palabrent et votent de plus en plus fréquemment pour la fin de la guerre. Un étrange silence règne dans les tranchées et dans le no man's land. Les ennemis d'antan commencent à se rencontrer. Les officiers russes et belges trouvent que c'est la fraternisation dans toute son horreur. De fait, la démoralisation des troupes entraîne des désertions massives. Les bolcheviks, qu'on accuse souvent, ils sont pour peu de choses parce qu'ils sont très peu nombreux à ce moment-là. Mais bien sûr, ils développent cette propagande, ils assument ce qu'on appelle le défaitisme révolutionnaire, avec leur fameux slogan « guerre à la guerre », non sans se réclamer de l'internationalisme de Jean Jaurès, des sociodémocrates et bientôt communistes allemands Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Dans les campagnes, des paysans en révolte s'emparent des terres et mettent le feu au château, quand ils n'égorgent pas les seigneurs. Les bolcheviks n'y sont pour rien, ils courent derrière cette révolution, ils ne sont pas présents dans la paysannerie, pas du tout. Ils sont encore, commencent à être nombreux au sein de la population urbaine et ouvrière de Pétrograd, Moscou et quelques autres centres.
En juillet a lieu une gigantesque manifestation en faveur du pouvoir des soviets, de la paix et du partage des terres. Ce sont les trois principaux mots d'ordre que portent les bolcheviks. Mais les bolcheviks sont en fait débordés. On parle d'un complot bolchevique, en fait ils sont débordés par leurs propres slogans et militants et ils ne gèrent pas cette manifestation. Néanmoins ils en sont accusés, ils sont accusés de trahison et l'objet d'une répression sérieuse que mène à ce moment-là le leader gouvernemental travailliste Kerensky. C'est alors que s'esquisse une tentative contre-révolutionnaire, une tentative de bloquer cette radicalisation. Elle émane de milieux industriels et libéraux, de militaires, du général cosaque Kornilov, dont la tentative de putsch va échouer sous les coups des gardes rouges armés, la milice bolchevique. Le parti de Lénine va donc bénéficier là d'un brusque changement de rapport de force, le gouvernement Kerensky étant incapable de maîtriser la situation, et les bolcheviks obtiennent la majorité lors d'élections dans les principaux soviets, ainsi qu'aux élections municipales de Moscou et Saint-Pétersbourg, et Petrograd, Saint-Pétersbourg. Alors octobre, voilà octobre. Question, coup d'État bolchevique ou révolution? Donc nous sommes à l'automne, le pays est en proie au chaos, le gouvernement Kerensky impuissant, lorsqu'en réalité deux coups de force se préparent simultanément et vont s'exprimer, se manifester quasiment simultanément. D'une part, le coup de force que prépare le parti bolchevique, que dirigent à ce moment-là Lénine et Trotsky, et le coup de force contre-révolutionnaire qui va se manifester principalement par une sécession cosaque, dans le pays cosaque, des Cosaques du Don. En fait, il y a controverse à ce sujet, à quel moment commence la guerre civile. Je pense que c'est à ce moment-là qu'une guerre civile s'amorce dans le pays. On peut la situer à l'été ou au printemps 1918, mais je crois que ce moment-là est tout à fait décisif. Comme l'ont dit beaucoup d'historiens, le pouvoir à ce moment-là, la prise de pouvoir qui était très facile, très pacifique par les bolcheviks, ce pouvoir était à ramasser. De telle sorte que l'insurrection bolchevique aura surtout une valeur symbolique, mais bien sûr une portée politique incalculable, et qu'on ne peut pas encore calculer. Vous pouvez vous rappeler qu'à ce moment-là, si quelqu'un s'en rappelle, la presse occidentale avait complètement loupé l'événement. Elle parlait d'ailleurs, elle avait confondu les bolcheviks avec un autre parti qu'on appelait les maximalistes, et c'était les maximalistes qui avaient pris le pouvoir. Et il y avait une totale inconscience de l'importance de ce qui venait de se produire à Petrograd. Nous sommes le 25 octobre, calendrier julien, ou le 7 novembre, calendrier grégorien. C'est l'amorce de ce que le célèbre journaliste américain John Reed appellera les 10 jours qui ébranlèrent le monde. La dite révolution d'octobre, officiellement, elle a lieu au 2e congrès des soviets. Et de fait, et c'est là que se situe le coup de force, donc congrès des soviets, c'est une certaine légalité, on peut la discuter, mais c'est une légalité. Une légalité opposée à celle du gouvernement qui est déjà inexistant. Mais de facto, les décisions qui sont adoptées par ce 2e congrès des soviets ont été mises au point avant le congrès par Lénine, tandis que Lénine et Trotsky
mais surtout Lénine, tandis que les gardes rouges, la milice bolchevique, ont pris le contrôle des centres névralgiques de Petrograd et procédé à l'arrestation des membres du gouvernement provisoire. La disparition de ce gouvernement a lieu dans une totale indifférence. Alors, on peut parler d'un coup d'État. D'ailleurs, les bolcheviks eux-mêmes en parlent. Perivarot, ça veut dire coup d'État. Mais il est évident que ce coup d'État s'inscrit dans une révolution, et une révolution sociale, dont l'ampleur va se révéler dans les décisions que prend le Congrès des Soviets, le deuxième Congrès des Soviets, et les suivants. Donc les premières lois soviétiques qui sont votées par ce Congrès, et ultérieurement, entérinent le partage des terres, que les paysans ont déjà largement réalisé. Ils le légalisent en fait. L'abolition des dettes des paysans, qui est probablement plus importante comme mesure que le partage des terres, parce que dans le partage, il reste très peu de terres pour chacun, tandis que les dettes, vraiment, c'est très important. C'est un grand soulagement. Et promettent la fin de la guerre, donc l'ouverture de négociations séparées avec l'Allemagne. Elles instaurent le mariage civil, autorisent le divorce, l'avortement, décriminalisent l'adultère et même l'homosexualité, qui s'en souvient, assure la séparation de l'Église et de l'État, proclame le droit des peuples à l'autodétermination et décrète, entre autres choses, hors la loi, l'antisémitisme. Les bolcheviks et les soviets, en somme, réalisent les tâches d'une révolution démocratique, qu'on dirait bourgeoise, mais sans bourgeoisie, une révolution démocratique avec des accents libertaires qui sont inouïs pour l'époque. Songez à ce que tous ces aspects de la vie sociale et quotidienne, à ce qu'ils étaient chez nous, à la même époque. Ils y ajoutent des dispositions plus socialistes ou étatistes, telles que le contrôle ouvrier dans les fabriques et bientôt la nationalisation des branches clés de l'industrie, et ultérieurement un certain repartage, un deuxième partage des terres au profit des paysans pauvres et sans terre. En marge de cette politique dite du communisme de guerre, alors le communisme de guerre c'est un régime qui va s'instaurer avec le déclenchement, plus que le déclenchement, le développement de la guerre civile, à partir du printemps et de l'été 1918, un régime de réquisition et de distribution, un régime distributif dans lequel, théoriquement, enfin la tendance est à faire disparaître les relations marchandes, ce qui va faire croire à un certain nombre de communistes utopistes que voilà, le communisme est arrivé, il y a bientôt plus d'argent, etc. Et de fait, en marge de cette politique, qui est une politique très autoritaire, violente, qui s'accompagne de la terreur rouge, en marge de cette politique, dite du communisme de guerre, se multiplient aussi des cas d'autogestion ouvrière spontanée, de collectivisation agraire et de formation de communautés de partage, ce qu'on appellerait des kibbutzim en Israël, se multiplient des communautés. Les bolcheviks ne poussent pas à cette collectivisation, à ce type de collectivisation, mais ils le tolèrent. Et les anarchistes y participent activement, avec enthousiasme. Donc ce sont des expérimentations d'un communisme immédiat, sans argent ni relations marchandes. Ça se passe notamment en Ukraine orientale. Cette radicalisation bolchevique pose question: quelle est finalement la stratégie poursuivie par Lénine, qui est souvent loin de faire l'unanimité au sein de son propre parti? Au sein du parti bolchevique, il y a eu des oppositions
d'abord à la prise du pouvoir, à la prise de pouvoir d'octobre, du 25 octobre, et par la suite sur la question de la constitution d'un nouveau gouvernement soviétique. Il y a eu un premier projet de gouvernement soviétique qui était un projet d'alliance des partis dits socialistes, qui avait obtenu, moment important lors des élections à l'Assemblée constituante, qui avait obtenu à peu près 85% des suffrages. Or, la direction bolchevique, Lénine, Trotsky, refuse cette idée de coalition et n'accepte qu'une coalition à deux des bolcheviks avec les socialistes révolutionnaires de gauche, une coalition qui ne va pas durer longtemps. Alors parlons de ce Lénine, de sa stratégie et donc du dénouement bolchevique de cette révolution, puisque nous y arrivons. À son retour d'exil suisse, dans un wagon plombé allemand, en avril, Lénine va surprendre ses propres partisans. Jusque-là, les bolcheviks, en fait, n'avaient été que des sociaux-démocrates plus radicaux que d'autres. Et comme les autres, ils estimaient que la Russie, pays arriéré, n'était pas mûre pour le socialisme et devait accomplir une révolution démocratique bourgeoise avant de passer à une future étape socialiste. C'était l'opinion générale des milieux socialistes, y compris bolcheviques. Il n'était pas question de révolution socialiste. Or, Lénine, qui débarque en avril, et ce sont ces fameuses thèses d'avril, va proposer une ligne tout à fait différente. Il va dire, dans la situation actuelle de guerre mondiale, d'effondrement du système impérialiste mondial, nous, la Russie, nous sommes le maillon le plus faible de la chaîne de l'impérialisme, nous pouvons le briser et nous pouvons amorcer chez nous une révolution socialiste qui sera prise en relais dans les pays développés d'Europe. C'est évidemment l'idée que, malgré tout, la Russie seule ne peut pas édifier une société socialiste. Cela ne peut se faire que dans un cadre international avec les pays développés, en premier lieu l'Allemagne, c'est de l'Allemagne surtout, d'abord qu'on attend le salut. Donc c'est ce que propose alors Lénine, c'est une stratégie de révolution ininterrompue. Dans le langage trotskiste, ça deviendra la stratégie de la révolution permanente. Bon, il y a une controverse pour savoir si le terme permanent égale discontinu ou ininterrompu. Ininterrompu. Dans son ouvrage « L'État et la Révolution », qui est paru au début de l'insurrection d'octobre, Lénine préconise l'instauration d'une dictature du prolétariat, conçue comme un régime de transition par lequel le pouvoir des soviets entamera le processus de dépérissement de l'État en direction d'une société égalitaire, sans classe et sans État. Donc ce sont là, dans cet ouvrage-là, L'État et la Révolution, on peut parler d'accent libertaire chez Lénine, qui ne vont pas survivre aux événements. Paradoxalement, Lénine se veut en même temps fidèle à la promesse d'élection, la revendication d'élection au suffrage universel, en vue de former une constituante. Ces élections ont lieu en décembre. Les bolcheviks et leurs alliés socialistes révolutionnaires de gauche y obtiennent la majorité dans les principales villes et garnisons militaires, mais seulement 25% dans l'ensemble du pays. La majorité, surtout rurale, est acquise par les socialistes révolutionnaires, l'aile droite et centriste des socialistes révolutionnaires. Les partis bourgeois libéraux n'ont un très faible, environ 15% des suffrages. Mais comme je vous l'ai dit, donc
la question alors se pose de créer et se discute, et une partie des bolcheviks sont en faveur de la création d'un gouvernement de large coalition socialiste. Les bolcheviks, la gauche, le refusent pour la simple raison que la mise en place d'une telle coalition va certainement remettre en question, en discussion, tout ce qui a été déjà décidé par le deuxième congrès des soviets, donc les mesures révolutionnaires qui ont été décidées. Et donc on refuse cette voie de compromis. À peine réunie en janvier, l'Assemblée constituante est dissoute. Le premier gouvernement soviétique, je vous l'ai dit, sera une coalition entre bolcheviks et SR, socialistes révolutionnaires de gauche, qui ne résistera pas aux divergences de ces deux partis sur les questions de la guerre, des accords de Brest-Litovsk et de la réforme agraire. Les soviets qui exercent le pouvoir vont être hégémonisés par les bolcheviks. Dans les campagnes, pourtant, le pouvoir, de fait, est exercé, et pour longtemps encore, par d'autres assemblées, principalement par les communautés villageoises, que la Révolution a paradoxalement restaurées. Ce n'était pas le souhait des bolcheviks, mais dans la réalité qui va encore durer un certain nombre d'années, ce sont les communautés villageoises qui exercent le pouvoir de fait dans la plupart des villages. Il y a également des soviets, mais les soviets ne peuvent s'appuyer que sur les fonctionnaires, les militaires, l'administration et une partie de la paysannerie, disons la partie la plus pauvre qui bénéficie du repartage, du deuxième partage des terres. Une autre réalité s'impose alors, c'est cette contre-révolution armée qui est passée à l'action, moyennant plusieurs interventions étrangères, à commencer par l'Allemagne qui, grâce aux accords de Brest-Litovsk, étend son territoire, prend possession des territoires occidentaux, de l'Ukraine surtout, principalement. Les bolcheviks y réagissent par la terreur rouge et la formation d'une nouvelle armée rouge qui dépasse le stade de la guerre des partisans qui avait été initiale. Des rébellions se lèvent dans la paysannerie qui avait appuyé les décrets d'octobre, mais non d'autres aspects de la politique bolchevique et encore moins les mobilisations et réquisitions pour les besoins de la guerre. Il va se produire en fait dans la paysannerie d'abord une grande dispersion des forces, ce n'est pas un mouvement homogène, et aussi des allers-retours dans un sens et dans l'autre. Pour dire les choses sommairement, quand les rouges exercent le pouvoir, on se soulève contre les rouges. Quand les blancs reviennent, on se rallie aux rouges, parce que les blancs, c'est le retour de la grande propriété et de ce qu'on a rejeté en 1917. Il y a des mouvements de ce type-là. Les accords de Brest-Litovsk, que j'ai brièvement évoqués, en mars 1918, vont permettre à l'Allemagne de saisir de vastes portions de territoire, dont la Biélorussie et l'Ukraine. Aux avancées allemandes et austro-hongroises vont s'ajouter d'autres interventions militaires étrangères, principalement d'Europe occidentale et centrale, motivées par la volonté d'arrêter la contagion communiste. La guerre civile et internationale se complique avec l'irruption de multiples mouvements nationaux, religieux ou de pur banditisme. En Ukraine, par exemple, les rouges sont aux prises avec les blancs, l'armée des volontaires de Denikin, mais également avec les nationalistes ukrainiens de Simon Petlura et les anarchistes de Makhno. Parmi les interventions étrangères, il y a aussi l'offensive polonaise du printemps 1920 en direction de Kiev
à laquelle réplique la contre-offensive soviétique en Pologne, qui sera finalement repoussée au détriment des Rouges. Les bolcheviks écrasent les rébellions paysannes célèbres de Tambov, des Cosaques du Don, des anarchistes de Machno, et la fameuse révolte de Kronstadt, qui, elle, se produit au cœur même du camp révolutionnaire en mars 1921. Révolte qui va aussi déterminer largement un tournant politique dont je parlerai dans un instant. La guerre s'accompagne aussi, il faut le dire, de pogroms anti-juifs d'une ampleur sans précédent, à tendance génocidaire. Ce ne sont plus les petits pogroms du début du siècle, où on compte quelques dizaines ou quelques centaines de victimes. Ce sont des pogroms dans lesquels on relève plusieurs dizaines de milliers de victimes. Tendance génocidaire aussi dans la mesure où, au moins dans certains courants, nationalistes ukrainiens principalement, ces pogroms sont justifiés au nom de la cause nationale. Dès cette époque, le combat commence contre le judéo-bolchevisme, Jidokomun, la commune juive. Donc il y a cette coloration des événements qu'il faut mentionner. Cette idéologie antisémite que ces acteurs, ces auteurs vont emporter dans leur bagage dans l'émigration, notamment à Berlin, où ils vont trouver des successeurs, des continuateurs que vous connaissez. Cinq années de guerre civile se soldent par la victoire des Rouges, sur laquelle il faudrait donner des explications, mais nous n'avons pas le temps, mais aussi par un bilan humain et matériel absolument désastreux et ponctué par la famine de 1921. De 1914 à 1921, donc on a en Russie une guerre en Russie, et quand on dit Russie, c'est l'Empire, c'est tout l'Empire russe, tout le territoire de l'Empire. On impute au combat à peu près 2 600 000 décès, mais l'excès de mortalité civile dépasse les 10 millions, compte tenu des épidémies et de la famine de 1921. Il existe d'autres estimations, je peux vous les donner si vous voulez, beaucoup plus élevées, mais la statistique est compliquée du fait, d'abord, qu'il est difficile de faire la distinction entre les morts des combats, de la guerre, des terreurs et les morts de la famine et des épidémies. Épidémies de choléra, de typhus, de grippe espagnole aussi, comme dans le reste de l'Europe. Elle est compliquée aussi, la statistique, du fait que des centaines de milliers d'habitants de cet empire vont le quitter. Et aussi que des mouvements, les frontières bougent également. Donc il est très difficile d'avoir des chiffres tout à fait précis. C'est face à ce bilan, c'est dans la considération de ce bilan et la révolte de Kronstadt que surgit un troisième Lénine. Bon, j'ai parlé d'un premier Lénine qui avait fondé en 1903 le parti bolchevique, un parti de révolutionnaires professionnels, pour renverser le tsarisme, c'était l'objectif. C'était pas le socialisme, c'était le tsarisme. Un deuxième Lénine, c'est celui qui a émis les thèses d'Avril 17, ouvrant la perspective socialiste, qui va être en fait celle du communisme de guerre. Et puis un troisième Lénine surgit là, en 1921, avec la NEP, la nouvelle politique économique. Une nouvelle politique économique
qui, très sommairement, instaure un régime, on peut dire un deuxième régime soviétique, un régime d'économie mixte, avec un capitalisme d'État dans les branches, dans les principales branches industrielles, et les structures communautaires dans les campagnes, dans l'agriculture, les structures communautaires, des nouvelles coopératives et quelques entreprises de type collectiviste. Il y en a encore très peu au début des années 20. En même temps, on jette les bases d'une planification d'État. C'est une esquisse de planification d'État dont l'axe principal est l'électrification du pays. La coopération, bon, Lénine encourage beaucoup la coopération, le développement de la coopération paysanne et ce qu'il appelle une révolution culturelle. Certains font des rapprochements avec la Chine, mais il n'y en est pas question du tout. Ce que Lénine appelle la révolution culturelle, c'est l'apprentissage de la culture marchande par les paysans. Donc c'est une idée de coopérative qui n'est pas assimilable à ce qui va venir par la suite, les kolkhozes et les sovkhozes. Bon, les sovkhozes existent déjà sur les fermes d'État, les kolkhozes sur les fermes collectives, mais de facto sous la direction de l'État. Ici, il s'agit de l'idée de coopérative librement consentie, bien sûr, développée par les paysans eux-mêmes. C'est en plein processus de réforme que Lénine est frappé par la paralysie en 1923. Il meurt en janvier 1924, en désaccord, on le sait, sur plusieurs questions avec le nouveau secrétaire général, un certain Joseph Staline, qui jusque-là n'a pas joué de rôle très important, sauf dans la question des nationalités. Alors de cela, on ne peut... Enfin, certains tirent des conclusions, mais elles ne peuvent être que spéculatives. D'aucuns assurent que Lénine aurait préféré la ligne de Trotsky, qui était favorable à une industrialisation accélérée. D'autres qu'il était en train d'emprunter la voie d'une modernisation telle que l'a proposé le théoricien, par exemple, des coopératives, du coopérativisme Chayanov, ou le leader de la droite du parti Nikolai Bukharin, et d'autres adeptes d'une économie mixte régulée. La réalité est que la NEP ne peut survivre à la crise des années 20, à une opposition entre ville et campagne, entre ouvriers et paysans, et à la montée en force d'une bourgeoisie rurale d'un côté, d'une nouvelle bureaucratie de l'autre, urbaine, qui forcera les choix staliniens d'étatisation, de collectivisation agraire et d'industrialisation accélérée. Mais ça, c'est une autre histoire et ce n'est pas l'objet de notre débat de ce soir. Je voulais dire, s'il me reste encore du temps, oui, non, 2 mots sur le renversement culturel, qui est tout de même très important. C'est évident que la société russe d'après 1927 est profondément bouleversée. Elle le sera beaucoup plus par les changements staliniens, bien sûr. Mais parce qu'elle conserve ici, après la Révolution, elle conserve ses traits majeurs de société rurale traditionnelle, communautaire, morcelée par le partage des terres. Il faudra la collectivisation et l'industrialisation stalinienne pour bouleverser de fond en comble. Les moments majeurs d'un renversement culturel sont, d'une part, l'alphabétisation et de l'autre, les mesures prises en faveur de l'égalité des sexes, de l'émancipation féminine et de la révolution sexuelle, auxquelles on peut ajouter une multitude d'expérimentations psychosociales et pédagogiques. C'est une sorte de mai 68 avant la lettre, sauf qu'on est dans un contexte traditionnel russe qui est très peu favorable à ce type de révolution culturelle, et que ce contexte traditionnel ne tardera pas à prendre sa revanche sur les audaces révolutionnaires.
À l'alphabétisation et à la scolarisation, il faut ajouter l'encouragement au développement des langues et des enseignements autochtones dans les républiques non russes. Il faut savoir, se souvenir que dans la politique soviétique des langues et de l'enseignement, il y a une première période, les années 20, et une partie des années 30, où l'on encourage les langues nationales. Ça va jusqu'à, par exemple, la Biélorussie, il y a 4 langues officielles, le biélorussien, le russe, le yiddish et le polonais. Il y a un développement sans précédent de la langue ukrainienne en Ukraine, sans précédent et sans égal par la suite. Et dans une deuxième période, qui n'est pas l'objet de notre conférence, dans la période stalinienne, viendra une réaction dans le sens de la russification qui va de pair avec la centralisation économique et politique. La composition sociale des cadres dirigeants, du reste, évolue. Précédemment, ils sont en 17, 18, 19, 20, ils sont essentiellement de souche urbaine, intellectuelle, ouvrière. Après 1920, et jusqu'à la fin de l'ère soviétique, on découvre que l'appareil dirigeant se recrute essentiellement dans des populations de souche paysanne, de souche rurale, y compris Gorbatchev, Shevardnadze et Yakovlev et les autres qui ont fait la perestroïka. La vieille intelligentsia est divisée. Les conservateurs, les démocrates libéraux sont hostiles à la révolution. Des artistes du mouvement Le Monde de l'Art, des ballets russes, des écrivains tels que Bounin, bientôt prix Nobel, les poètes Nikolai Gumilyov, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, le philosophe Nikolai Berdyaev, mais vous connaissez tous ces noms sans doute, les compositeurs Rachmaninov, Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev, qui lui rejoindra l'URSS en 1927. Par contre, la Révolution rallie des poètes comme Alexandre Blok, Sergei Yesenin, les écrivains Boris Pasternak, Isaac Babel, Boris Pilniak, une grande partie de l'avant-garde des futuristes, des poètes tels que Velimir Khlebnikov, Vladimir Mayakovsky, bien sûr. Les peintres de l'avant-garde, les Marc Chagall, Kazimir Malevich, Filonov, Lissitsky, le mouvement constructiviste, le compositeur Shostakovich, les cinéastes Eisenstein, Vertov, Dovzhenko, etc., etc. Il y aura bien sûr des défections, des départs, des suicides, des déportations, des meurtres, des adaptations et des concessions au troisième régime soviétique qui s'imposera sous le régime de Staline avec ses propres dogmes esthétiques soumis à l'arbitraire du despote. Dans l'entre-deux, il y a le romancier Maxime Gorky, qui est favorable à la révolution, mais effrayé par ses débordements, très critique envers les bolcheviks, et puis se réconciliera plus tard avec l'Union soviétique de Staline. Un écrivain que vous connaissez sans doute, Varlam Shaliamov, qui était, on peut dire, l'écrivain majeur du monde concentrationnaire, du Goulag, auteur des récits de la Kolyma, a témoigné, après sa terrible détention, des souvenirs de sa jeunesse, de l'atmosphère qui régnait dans les milieux intellectuels acquis aux idées révolutionnaires dans les années 20. Lui-même était fils de prêtre orthodoxe et proche d'un mouvement réformateur orthodoxe, l'Église vivante. Alors je cite, « La révolution mondiale est pour demain. Chacun en est intimement persuadé. Ceci admis, il n'était pas trop de 10 ans pour venir à bout de l'illettrisme. Je m'y employais pourtant avec toute ma conviction et tout mon enthousiasme. À la fin de l'année 1924, donc après la mort de Lénine, tout bouillait. L'air était chargé des pressentiments les plus fous. On vit grossir cette même vague de liberté qui soula d'oxygène l'année 17.
Tout ce qui avait été érigé en précepte et en dogme passa au crible de la réalité. Un nombre de communes et de phalanstères de fourriéristes virent le jour. Je participais à une gigantesque bataille, perdue d'avance, pour changer véritablement la vie. Les problèmes liés à la famille, par exemple, ou à l'existence quotidienne se résolvaient au jour le jour, pour la bonne raison que maint autre problème plus important devait passer avant cela. Personne, bien sûr, ne savait construire un État. Et il n'y avait pas que l'État qui était follement pris d'assaut. Toutes les décisions concernant l'être humain étaient soumises à la grande remise en question. La révolution d'octobre était de toute évidence une révolution mondiale. Quels horizons, quelles immensités s'offraient au regard de chacun, de l'homme le plus ordinaire. Bien sûr, tout cela fut brisé, rejeté, piétiné, mais jamais la vie n'avait été aussi proche des idéaux des peuples à travers le monde. Fin de citation. L'auteur, c'est donc Chalamov, et il écrit ces choses dans les années 60, donc après son retour de la Kolyma. Je termine sur un dilemme qui est posé à la révolution russe, et désormais aux bolcheviks qui exercent le pouvoir, qui exercent une dictature. Ce dilemme qui se pose entre l'idée de révolution mondiale et celle de défense de la patrie socialiste. C'est comme ça qu'on l'appelle au départ. L'idée de la République universelle va faire en fait rapidement place à celle du socialisme en un seul pays. On n'attendra pas Staline pour ça. Elle s'impose de facto dans une citadelle assiégée, obsédée par l'encerclement ennemi. L'insurrection spartakiste en Allemagne en 1918 était le grand espoir des bolcheviks. Elle s'achève en janvier 1919 avec l'assassinat de ses leaders Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Entre-temps, confrontés au cordon sanitaire occidental et aux tentatives de dépeçage de l'Empire, de ce qui fut l'Empire russe, les bolcheviks vont s'avérer sauveteurs de ce qui peut l'être, de ce qu'ils appellent déjà à ce moment-là, la patrie socialiste. Le mot patrie apparaît déjà dans le vocabulaire bolchevique. La patrie ou la révolution mondiale, le dilemme est posé. Et en fait, dans ce dilemme, il y a la contradiction qui va habiter la politique extérieure soviétique tout au long de l'histoire soviétique. Cette contradiction entre la tendance à encourager, à soutenir des mouvements révolutionnaires, pour autant qu'ils soient conformes, bien sûr, aux intérêts de la puissance soviétique, et la préoccupation de défendre l'acquis, de défendre l'État tel qu'il existe, et tel qu'il va se développer. Vous savez que d'autres tentatives de soulèvement d'inspiration soviétique vont se développer et vont échouer en Hongrie en 1919, à Hambourg, en Allemagne en 1923, à Shanghai en 1927. Les révoltes italiennes seront enterrées en 1922 avec l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Celle d'Hitler en Allemagne en 1933 deviendra la principale réaction et le défi majeur au judéo-bolchevisme que relèvera l'armée rouge en 1941-45 et d'autres révolutions suivront. Entre-temps, de 1919 à 1943, a existé une troisième internationale communiste, le Comintern, qui aura tenté de coordonner les partis communistes à l'échelle mondiale. Elle ne survivra pas en 1943 aux nécessités de l'alliance anti-hitlérienne. C'est Staline qui procède à la dissolution de l'internationale en 1943. Et l'internationalisme communiste, ce qu'il en reste, ne survivra pas non plus à ce qu'on pourrait appeler la nationalisation progressive des différents partis communistes, des communismes, un terme qu'il faut désormais et de plus en plus mettre au pluriel.
La métamorphose finale de l'espace soviétique, je dis métamorphose, il y a beaucoup de choses dans ce mot métamorphose, c'est ce qui s'est produit plus récemment, va permettre la réintégration au marché, au capitalisme désormais mondialisé, de l'espace qui lui fut soustrait en 1917 et ailleurs en 1945. Une page est tournée, ce qui ne veut pas dire que la Russie soit définitivement assagie. En tout cas, les classes dirigeantes occidentales sont au moins délivrées de ce qui faisait leur relative retenue envers les subversions sociales, la peur du rouge. Merci. Monsieur Chauvier, il a délibérément parlé pas trop longtemps pour nous laisser le temps d'une vraie discussion, donc je vous propose immédiatement de poser vos questions ou de réagir. Voilà, bonsoir. J'ai pas très bien compris la différence entre l'abolition du servage en 1861 et la première réforme agraire de 1906. Si vous pourriez préciser, s'il vous plaît. Merci. Ah, tout de suite? Ah, d'accord. Oui, ok. Bon, ben, je croyais l'avoir expliqué. Le servage est aboli, mais il n'y a pas d'instauration d'une propriété privée du paysan. Il est contraint de rester dans la communauté. Il doit encore rendre des services au seigneur. Ce qu'il peut faire, c'est racheter les terres qu'il exploite. Donc une partie des terres vont être accordées, vendues aux paysans, qui vont les acheter en faisant des emprunts d'État, ce qui va les endetter. Une autre partie des terres sera exploitée par une nouvelle bourgeoisie rurale foncière, ça c'est un autre aspect des choses, qui va être obligé de rentabiliser son exploitation. Donc on a la révolution, le changement se fait non seulement pour les paysans, mais aussi pour une partie de la classe propriétaire. Ce qui se passe en 1906, la réforme Stolypine, c'est tout différent. C'est la propriété, l'accès à la propriété. Et l'invitation, l'encouragement à quitter la communauté. Donc le Obshina, là, je vous ai expliqué très brièvement ce que c'était cette Obshina. Obshina qui veut dire communauté, et qui s'appelait aussi le Mir. Et Mir, c'est un terme polyvalent qui peut être compris comme à la fois c'est la communauté, c'est aussi le monde, ça peut être éventuellement la paix aussi. Voilà. Donc il y a, je pense qu'on va, c'est pas une petite question linguistique seulement, je crois que c'est l'idée que le village, c'est le monde. Alors parfois je me pose la question, quand les paysans russes parlent de révolution mondiale, le monde c'est aussi Mir, alors ils disent Miravai Revolution, mais ce Mir c'est aussi le village. Bon, ça c'est une invitation à analyser, à étudier la perception que peuvent avoir les gens d'un pays, d'un peuple, d'un terme, d'une terminologie qui ne revêt pas le même sens que chez nous, par exemple. Bon, ça c'est une règle. Les malentendus autour des termes, c'est un gros problème aussi dans les situations actuelles avec le monde
moyen-oriental, musulman. Bon. D'autres questions ou interventions? Est-ce que cette révolution, ces mouvements révolutionnaires, se sont accompagnés de destruction de biens culturels? Et j'ai une deuxième question à propos de Tolstoï, qui vit cette période, donc fin 19e, début 20e. Quelle était sa position? Est-ce qu'il s'est manifesté d'une façon ou d'une autre? Oui, Tolstoï n'était plus en vie au moment de la Révolution. Ah oui, à ce moment-là, oui. Ah, mais Tolstoï était tolstoïen. Hein. Tolstoï avait une vision du monde très... vous la connaissez, vous avez sans doute lu Tolstoï, Guerre et paix. C'était certainement loin du bolchevisme. C'était une philosophie, tout de même une grande indignation par rapport au sort du paysan et un désir de changement. Lénine a dit qu'il était le miroir de la révolution. Bon, tout le monde a récupéré Tolstoï après, hein, mais voilà. Peut-être on peut ajouter que dans la Révolution, j'ai parlé des mouvements communautaires. Il y avait par exemple aussi des communautés tolstoïennes qui s'inspiraient des idées de Tolstoï, c'est-à-dire vie en communauté, communauté de partage, d'inspiration chrétienne. Et de telles communautés ont perduré très longtemps, y compris même sous Staline. Bon, qui les a fait dissoudre, mais elles ont duré très longtemps. En fait, il s'est passé plein de choses dont on ne parle pas rarement. Il y a eu ces communautés tolstoïennes, il y avait les communes d'inspiration communiste dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai cité aussi l'Église vivante. L'Église vivante, un mouvement chrétien, un mouvement orthodoxe. Souvent, je ne pense pas qu'on en parle ici souvent, mais en Russie, on dit que ce mouvement Église vivante était les agents de GPU, de la police politique, de la Tchéka, de GPU, etc. Ce n'est pas faux. C'est pas faux. Bien entendu, j'ai oublié de parler de la Tchéka, donc la police politique qui a été fondée en janvier 1918 et qui bien sûr a infiltré le mouvement de l'Église vivante. Mais au départ, l'Église vivante dont faisait partie le père de Chalyamov, l'Église vivante voulait changer l'Église de l'intérieur, modifier l'Église, changer la liturgie, opérer une réforme interne de l'Église et en même temps encadrer, organiser l'adhésion des chrétiens à la révolution soviétique. Mais là, ce mouvement d'Église vivante, qui était infiltré par la police politique comme tout le reste, s'est heurté à la fois à la hiérarchie orthodoxe et au pouvoir soviétique. Lequel pouvoir soviétique avait aussi comme principe l'athéisme. Il a développé l'athéisme, la lutte contre la religion. En organisant cette lutte contre la religion, je pense que le parti bolchevique s'est privé d'un appui et finalement le pouvoir soviétique a lui-même mis fin à ce mouvement de l'Église vivante en passant des compromis, ça au milieu des années 20, en passant des compromis avec la hiérarchie orthodoxe. Donc, c'est encore un autre aspect. Alors justement, vous parliez des destructions. Évidemment, les destructions, comme on dit, une révolution n'est pas un dîner de gala. Et certains disent aujourd'hui, j'ai lu dans un journal ukrainien il n'y a pas longtemps, que la révolution d'octobre était un coup d'État doublé d'une grande beuverie. C'est un peu réducteur. Mais c'est vrai que la beuverie a bien eu lieu.
Alors il y a beaucoup de beuveries, beaucoup de... Si vous voulez voir, il y a pas mal d'ouvrages, de romans aussi qui ont été écrits sur cette période, sur la guerre civile, et un ouvrage qui relève bien, qui exprime bien ce caractère chaotique, violent, destructeur de la guerre civile, c'est L'année nue de Boris Pelniak. Là, vous découvrez une révolution qui c'est pas la révolution bolchevique, c'est Voler, comme on dit en russe. C'est la liberté, parce qu'il y a aussi des termes différents pour exprimer la liberté. Il y a Svoboda qui est la liberté au sens où nous l'entendons, qui peut s'inscrire dans un état de droit. Et puis il y a Voler qui est un terme qui est intraduisible, qui signifie la liberté, mais sans limite, sans entrave, quoi. La libération, dans un sens beaucoup plus, j'allais dire anarchiste, mais même ça c'est réducteur. Parce que quel anarchisme? Il y avait Bakounine, il y avait Kropotkin. C'est une anecdote, peut-être, puisqu'on parle des anarchistes. Le prince Kropotkin, qui était opposé au bolchevisme, néanmoins avait de bonnes relations avec Lénine, et vice-versa. Ce qui fait que lorsque Kropotkin est mort en 1919, si je ne me trompe, 19, les anarchistes qui étaient déjà en prison ont voulu organiser ses funérailles. Et Lénine a donné la permission aux anarchistes de sortir de prison pour organiser les funérailles, sur la promesse qu'ils rentreraient après. Et les anarchistes ont respecté leurs promesses. J'ai personnellement connu, il y a un certain nombre d'années, bien sûr, une des participantes à ces funérailles, qui est une ancienne anarchiste, qui par la suite a fait du goulag, etc., qui était encore en vie dans les années 60. Et, pour terminer l'anecdote autour de Kropotkin, puisque Lénine admirait Kropotkin, qui pourtant était un ennemi des bolcheviks, eh bien, il a eu des rues à son nom, et même, il y a toujours, et elle est toujours là, il y a une station de métro à Moscou, Kropotkinskaya, la station Kropotkin. C'est une curiosité. À Moscou. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les théoriciens de l'anarchie. Il y avait Bakounine. Alors j'ai découvert récemment, il y a quelques années, en Biélorussie, à Minsk, en consultant le guide avec les rues et les changements de noms, parce que après la période soviétique, on a changé beaucoup de noms, et j'ai découvert que jusqu'en 1990, à Minsk, il y avait une rue Bakounine. Je ne trouve pas d'explication comment on a pu, mais voilà. Il y a des complexités comme ça, des curiosités qui n'entrent pas dans les schémas habituels. Les destructions, bien sûr, de biens culturels, destruction d'églises, destruction mais là, au moment de la famine de 21, pour rassembler des fonds pour les affamés, les gardes rouges, les soldats rouges sont entrés dans les églises, ont pris les icônes, les objets du culte, pour les vendre. C'était pas, à ce moment-là, une campagne anti-religieuse, c'était vraiment une campagne, c'était aussi anti-religieux quand même. Mais la vraie campagne anti-religieuse, elle est venue en 1929, là, avec la motivation de casser la base matérielle du culte orthodoxe, sous Staline, donc en 29, ce qui n'a pas empêché Staline de se réconcilier avec la hiérarchie orthodoxe quand il a fallu faire face à l'invasion nazie en 1941. Frères et sœurs, vous connaissez le fameux discours de 41.
Oui, j'ai une question. Vous avez quand même fréquemment mentionné la paysannerie dans votre intéressante intervention. Vous avez parlé de la fin du servage en 1861. On est revenu sur les lois nouvelles de 1906. Et vous avez mentionné comme étant une des causes, parmi les causes de la révolution de 1917, donnant le contexte général. Bien. Vous avez même mentionné l'origine paysanne de certains leaders jusqu'à Gorbatchev. C'est vrai qu'il était d'origine paysanne, on peut dire, de cette couche-là. Je voudrais bien avoir votre point de vue sur la question suivante. Est-ce que vous pensez que la question agricole, qui n'est toujours pas réglée en fait en Russie aujourd'hui, on est passé à la Russie ancestrale paysanne, à la propriété privée brève sous la NEP, ensuite à l'interdiction de cette propriété privée avec les sovkhozes et les kolkhozes, et puis de nouveau maintenant à une Russie post-soviétique hyper capitaliste, ou en tout cas qui aimerait bien l'être. Est-ce que vous pensez moi je me demande si les prochains changements réels qui vont se produire en Russie ne vont pas précisément prendre comme point d'ancrage le règlement d'une manière ou d'une autre de la question de l'agriculture. Vous savez, on l'a encore vu récemment, la Russie reste étonnamment extrêmement dépendante de l'étranger, alors qu'elle a un territoire fantastique, parce que cette question n'est pas gérée, parce que il y a un problème pour produire suffisamment de nourriture à l'intérieur de la Russie. On a vu même des poires belges, elle était encore récemment dépendante. Voilà, je voudrais votre opinion là-dessus. Merci. Vaste question et qui déborde le sujet de ce soir, puisque vous m'invitez dans l'actualité, et c'est pas on va essayer de ne pas se disperser. Bon, que la paysannerie est, évidemment, c'est 95% de la population au milieu du 19e, c'est plus de 80% encore dans les années 20, au moment où commence l'industrialisation stalinienne. Donc, certainement, c'est le peuple russe, c'est la paysannerie. C'est le peuple russe. Comme c'est le peuple chinois et bien d'autres. Maintenant, cette paysannerie, qu'est-ce qu'elle revendiquait? Elle revendiquait la terre avant tout, ce qu'on appelait le partage noir, Tchorny Peredil. Elle revendiquait la terre, l'abolition des dettes, évidemment, et aussi, ce qui est caractéristique des manifestes de 1905, où les paysans sont quand même très, très majoritaires, à travers les socialistes révolutionnaires déjà. Ce sont aussi des revendications démocratiques, des élections, des choses, donc des revendications de type démocratique qui dépassent l'intérêt paysan. Les bolcheviks ne sont pas des paysans. Ils ne sont pas issus de la paysannerie. Ils sont issus de l'intelligentsia, en partie de la classe ouvrière. Il y a très peu de paysans au départ. Je dis ça change dans les années 20. À ce moment-là, c'est la formation de nouveaux cadres qui sont issus du peuple, c'est-à-dire de la paysannerie, qui bénéficie d'ailleurs de ce qu'on appelle chez nous la discrimination positive, avec les facultés ouvrières, les possibilités d'étudier, etc. Les bolcheviks ont une idée de la paysannerie. La paysannerie ne peut être que l'allié subordonné à la classe ouvrière. Cette paysannerie elle-même, elle a des revendications. Elle a des partis politiques, les socialistes révolutionnaires surtout, qui l'expriment, qui la représentent, mais elle n'a pas réellement, elle n'a jamais réussi à former, je dirais, une classe avec une certaine homogénéité, une conscience, un programme, etc. Elle est toujours extrêmement dispersée. Alors là, c'est un vaste débat. Où sont les révolutions paysannes? Alors, la paysannerie joue toujours un rôle important dans les révolutions des pays pauvres, forcément. Mais c'est un rôle subordonné. Alors, la question agricole, c'est autre chose. C'est la question de l'autosuffisance alimentaire. Comment on a voulu la résoudre?
le communisme de guerre, c'est un communisme de guerre. C'est la guerre et le système de réquisition, il est dicté par la guerre plus que par l'idéologie, bien que certains en fassent aussi une idéologie. Par la suite, débat les nouvelles idées de la NEP, de Lénine, de Boukharin, et le débat qui va se dérouler dans les années 20, il y a deux tendances. Il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance que l'on dit de droite, de Boukharin, mais aussi des non-bolcheviques comme Tchayanov et d'autres, qui veulent s'appuyer sur la paysannerie, l'enrichissement de la paysannerie et l'autosuffisance alimentaire pour moderniser de façon progressive et lente le pays. C'est une tendance. L'autre tendance qui s'exprime surtout en 23-24, c'est Trotsky qui pense qu'il faut accélérer l'industrialisation pour pouvoir fournir des machines et des tracteurs aux paysans, etc. Donc c'est une autre vision, une vision de ce que certains, Preobrazhensky, qui est un économiste de tendance trotskiste, ce qu'il appelle l'accumulation primitive, donc le terme de Marx, accumulation primitive, qui est transposé dans la réalité soviétique, donc une accumulation qui va se faire au détriment des paysans. Et entre ces tendances droite et gauche, il y a un certain Staline qui n'a pas de position. Il est hésitant. Il ne faut pas imaginer que Staline, dès le départ, voulait ceci ou cela. Il est hésitant. Disons qu'il mène un jeu d'appareil, je crois. La question pour lui, c'est le pouvoir. Et à un moment donné, comme vous savez, il y a une crise importante, la crise du blé en 1926-27. C'est la crise des prix, la question du prix, où se manifeste une opposition entre la ville qui demande du pain, du blé, et la paysannerie, surtout les paysans maintenant qui s'enrichissent, ce qu'on appelle les koulaks, mais pas seulement, les autres aussi, qui exigent des prix plus élevés. Donc il y a une crise sur la question des prix qui devient une crise politique majeure, et Staline va trancher cette crise par la décision de collectiviser donc les kolkhozes. Sovkhozes, ça sont les entreprises d'État, elles existent déjà. Et la motivation principale ça va de pair avec l'industrialisation accélérée, et la motivation principale de Staline, je crois, ce n'est pas un préjugé idéologique, c'est la volonté de mobiliser le grain. C'est la volonté de tenir le grain. Donc, et par conséquent, de maîtriser la paysannerie, de l'obliger à travailler pour l'État dans les conditions que décide le pouvoir, que détermine le pouvoir. Le résultat, là nous entrons dans une autre période de l'histoire et je ne vais pas l'aborder maintenant, mais jusqu'à la fin on n'a jamais vraiment résolu ce problème. Hein. Quant à la période actuelle, la période post-soviétique, que je ne devrais pas aborder, mais ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'il y a eu très brusquement, en même temps que la libération des prix, une importation massive de produits étrangers, ce qui était la demande de certaines couches de la population soviétique, et même très largement. Il y avait que ceux qui avaient les moyens financiers et les autres. Donc il y a eu une importation massive de toutes sortes de choses. Alors on a importé, on a vu disparaître du jour au lendemain l'électronique soviétique avec l'arrivée des produits de Hong Kong et d'ailleurs, mais on a vu aussi apparaître des choses aussi essentielles
et inconnu en Russie que la vodka et le pain, qui était excellent. On a importé de la vodka allemande et finlandaise. C'était parmi les premiers produits importés. On voyait du pain allemand emballé sous plastique. Toutes sortes de choses que, personnellement, je ne trouvais pas indispensables. Et non, on a eu une période des années 90 qui a été désastreuse pour tous les secteurs de l'économie, sauf la finance. Et évidemment, l'industrie pétrolière et gazière dont se sont emparés ceux qu'on appelait les oligarques. Mais ça a été aussi l'effondrement de l'agriculture. Mais bon, c'est une autre période. Si je vous dis que au début des années 2000, quand arrive, ça coïncide avec l'arrivée de Poutine, on voit réapparaître le fromage et le saucisson de fabrication russe, sous de nouveaux emballages. Ce qui signifie qu'il y a des investissements étrangers ou russes, mais donc pour moi c'était de bons produits. Hein. Il y avait de bons saucissons et de bons fromages. Oui. Et on a trouvé dans les magasins de Moscou des saucissons absolument dégueulasses, importés d'Europe, n'est-ce pas, des saucissons européens qui étaient vraiment, voilà. On a eu ça dans les années 90. Tout ce qui était étranger, il fallait importer de l'étranger. Tout ce qui était russe, c'était mauvais. Ça, c'était l'idée qui s'était répandue. Et ça a sérieusement changé dans les années suivantes. Moi, je n'ai pas répondu à votre question. Pensez bien, vous avez parlé de la paysannerie et de la question agricole sont deux choses. Comment? Sauf que la paysannerie n'est plus là. Sauf que la question agricole est toujours là, mais la paysannerie n'est plus là. La paysannerie a été détruite par la stalinisation. Les bases de la paysannerie, les bases de la paysannerie traditionnelle. Alors on a créé une paysannerie soviétique, mais qui n'a pas résolu les problèmes. Une dernière question. Dans ce cas, je remercie encore vivement Jean-Marie Chauvier. Je vous signale qu'on va rester en Russie encore un petit peu, puisque le 30 novembre, c'est Victor Gueskine qui va nous parler de la question de la chimie russe en rapport avec la politique, justement, dans le cycle sur les mauvais perdants de la science. Dans ce cycle, on va aller tout ailleurs la prochaine fois, puisque le 7 décembre, c'est Haïssam Safar qui va nous parler des révolutions arabes.